Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce panel, l'immigration francophone comme outil de relance économique. Donc, on sait tous l'importante contribution des personnes immigrantes à l'économie canadienne. Mais comme on le voit ces derniers temps dans le Canada dans son ensemble, les communautés francophones et acadiennes sont confrontées à une importante pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voit beaucoup que des employeurs se tournent vers l'immigration pour pourvoir les postes vacants au sein de leur entreprise. Comment on fait, nous, aujourd'hui, pour favoriser l'immigration économique au sein des communautés francophones et acadiennes d'un bout à l'autre du pays? C'est quoi les pratiques prometteuses qu'on pourrait mettre en place en termes de recrutement à l'international? Comment on peut bien outiller nos entreprises francophones d'ici ainsi que nos communautés dans ce domaine? Comment on peut bien accompagner nos candidats dans un sens plus personnel et puis comment on peut surtout faciliter le processus d'immigration et cibler leurs besoins. Donc ça, c'est beaucoup de questions qu'on a aujourd'hui. Et puis, on va donc procéder à ce panel et essayer de démystifier tout cela. Donc, je vous explique un peu le déroulement. On a deux rondes de questions qui sont préparées à l'avance. Ça, c'est la première heure du panel. Ensuite, on a une période de questions de vous public. Donc, ça sera une période, la même question sera posée pour nos quatre panélistes. Ensuite, on aura un petit bref mot de la fin. Ensuite, par courriel, vous allez recevoir un petit sondage afin d'améliorer la qualité de nos services. Et j'espère que vous allez aimer le temps que vous allez passer avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on peut commencer le panel. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Nous avons Madame Rokia Abdi Aden, qui est gestionnaire de la concertation nationale en développement économique et employabilité chez RDE Canada. Et avant de joindre RDE Canada, elle était directrice adjointe à l'immigration à la FCFA. Nous avons Madame Jennifer Gray, qui a une expérience professionnelle dans le développement de programmes et l'engagement des parties prenantes au sein du gouvernement de l'Ontario et dans des institutions publiques et internationales à l'étranger, dont 17 ans d'expérience en développement de programmes francophones en Ontario. C'est la conseillère principale en programme au sein de la division des talents mondiaux et des services d'établissement du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Eric Mépand, qui est originaire du Cameroun, qui a passé une quinzaine d'années à Montréal avant de s'établir en Alberta. Et depuis février 2018, il a fondé son entreprise MEPS Air Quality, qui se spécialise dans la maintenance et l'assainissement des installations de chauffage et de climatisation. Nous avons Monsieur Denis Desjardins, qui est directeur du recrutement international et des projets spéciaux du groupe Savoie. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de produits de bois franc dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, les travailleurs immigrants sont désormais essentiels au bon fonctionnement de cette entreprise et Monsieur Desjardins va nous en parler. Donc, je vais commencer par Madame Jennifer Gray. J'ai une question pour vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler du volet des travailleurs qualifiés francophones du programme ontarien des candidats à l'immigration? Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? D'accord. Merci, Rim. Merci tout le monde. Donc, d'abord, je veux vous donner une bref aperçu du programme ontarien des candidats à l'immigration, autrement dit, le POSI. Le POSI offre des voies d'immigration aux travailleurs et travailleuses étrangers ayant une formation et les compétences professionnelles pour réussir sur le marché du travail ontarien et y apporter leur contribution. Le POSI comprend plusieurs objectifs, par exemple, de sélectionner des immigrants de la catégorie économique qui s'établiront en Ontario, répondre aux besoins du marché du travail, améliorer la compétitivité des employeurs et notamment encourager l'immigration francophone. Les différents volets de POSI sont classés dans 3 catégories et ont différents buts. La catégorie offre d'emploi pour les candidats et candidates ayant une offre d'emploi permanent en Ontario.
la catégorie capital humain pour ceux et celles qui peuvent contribuer à la croissance économique des collectivités ontariennes, la catégorie affaires pour les personnes ayant un projet d'entreprise viable qui apportera des avantages économiques considérables à l'Ontario. Alors, revenons au volet travailleurs qualifiés francophones. Le nom complet du volet est le volet travailleurs qualifiés francophones du programme ontarien Entrée Express. Le volet a été lancé en 2015 et fonctionne justement avec le système fédéral Entrée Express et cible spécifiquement les personnes dans le bassin d'entrée express. Le volet est dédié aux candidats et candidates francophones bilingues, étant donné leur succès dans le marché du travail ontarien. Notez bien que les francophones sont admissibles à tous les volets du POSI, car les volets exigent un certain niveau de compétences linguistiques dans une des deux langues officielles. Seul le volet travailleurs qualifiés francophones exige les deux langues. C'est un atout pour ces candidates et candidats parce qu'ils reçoivent plus de points dans le système Entrée Express en ayant les deux langues. Sinon, les francophones dans le bassin d'Entrée Express sont bien admissibles pour une désignation par l'entremise de notre volet priorité basé sur le capital humain, également du programme ontarien Entrée Express, s'ils ont le niveau de compétences linguistiques en français uniquement. La province de l'Ontario a une cible d'atteindre 5% d'immigration francophone chaque année. Donc, le volet nous aide à attirer les francophones à l'Ontario et d'appuyer les cibles d'immigration francophone établies en Ontario. Je vais en parler davantage un peu plus tard. Super, merci beaucoup pour cette première présentation. Ma question s'adresse à Monsieur Denis Desjardins. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et vous? Donc, nous, on n'est pas sur la même plage horaire, hein? C'est bien ça. Donc, ma question pour vous serait la suivante. Quelles sont les pratiques prometteuses en matière de recrutement à l'international mises en place au sein de votre entreprise et quels sont les défis un peu que vous rencontrez? OK. Aujourd'hui, on engage plusieurs différentes personnes de différents pays parce qu'on a beaucoup de demandes pour notre production. On travaille en production de produits bois franc. On fabrique des palettes et du bois franc, d'autres morceaux qui vont comme dans une maison, des différents produits qui ont besoin d'être coupés avec des différents morceaux. C'est comme une ligne de production, essentiellement. On engage à peu près 550 employés à Groupe Savoie. Et un de nos plus grands défis, c'est qu'on est situé au nord du Nouveau-Brunswick, un environnement qui est surtout francophone, mais au Nouveau-Brunswick, c'est pas tout comme ça. Et on est situé dans un petit town de seulement 2500 personnes. Donc, on a un challenge très spécifique, c'est dur à trouver de la main-d'œuvre. On se fait aussi frapper en même temps avec les retraites qui se passent, qui fait une grosse partie de un gros pourcentage de nos travailleurs maintenant qui sont en plan de retraite. Donc, on a toujours un gap. On a vu et on a effectivement pu employer 10% de nos travailleurs aujourd'hui en travailleurs qui ont venu de l'extérieur du Canada. Effectivement, on a 13 différents pays qui travaillent avec nous autres ici. So, on est vraiment comme une Nations Unies ici dans notre petit village de Saint-Quentin. Ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur un projet comme ça pour rentrer travailleurs de l'extérieur. Moi aussi, j'étais un consultant en immigration avant avec Groupe Savoie pour plusieurs années et ils m'ont aussi recruté pour venir leur aider. C'est vraiment un grand défi ici. On avait besoin de quelqu'un pour prendre action de ça ici directement. Donc, ça fait plusieurs années que personnellement, je travaille dans le recrutement international.
Mais le challenge, le grand challenge ici, c'est que c'est surtout francophone. L'environnement ici est francophone et ça peut être une barrière parce que d'une manière, on veut préserver la qualité de la culture francophone ici, mais en même temps, on a des demandes de production et ça peut être embarrassant d'une manière de seulement recruter travailleurs francophones et pas anglophones. Donc, ça fait un challenge pour nous autres pour pouvoir continuer d'avoir la main-d'œuvre essentielle qu'on a besoin pour continuer notre production. Mais aujourd'hui, on a des travailleurs qui viennent de Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Guinée, y en a-t-il pas un autre, la République du Congo aussi. Donc, on essaie de diversifier de cette manière-là. Aussi, on a des travailleurs qui viennent de l'Ukraine et des Philippines. Mais les challenges de ce côté-là, c'est d'apprendre le français ici pour les autres, avoir des cours de français, pour pouvoir les encadrer et les faire partie de l'équipe. Vraiment, à Saint-Quentin, on est vraiment un environnement francophone. Donc, c'est difficile à avoir une bonne rotation quand on ne peut pas s'intégrer dans la culture. Donc, les cours de français ont devenu une partie essentielle de notre plan aussi. Et vraiment, je peux en parler pour des heures, des heures. J'ai pas planifié comme des notes exactes là pour en parler, mais je suis content de prendre toutes sortes de questions, puis je suis content d'être ici pour en discuter avec vous autres. C'est vraiment fascinant de voir comment une ville de 2500 personnes essaie de se mettre sur la map à l'échelle internationale. C'est vraiment fascinant de voir ça. Ma prochaine question, c'est pour Madame Rokia Abdi Aden. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va, merci. Donc, ma question pour vous, ça serait comment bien accompagner les entreprises francophones qui souhaitent combler des besoins en main-d'œuvre en recrutant à l'international, donc les défis qui sont rencontrés pour ça, ainsi que vos pratiques prometteuses. Merci de m'avoir invité. Je vais essayer de couvrir tout le sujet rapidement. En termes d'accompagnement, ce que je dirais vraiment, j'aimerais ça en mettre en perspective. Quand on parle d'entreprise, on a différents types d'entreprises. Donc, des fois, on a des grosses succursales qui n'ont pas besoin d'accompagnement pour le recrutement international, qui ont les moyens de recruter à l'étranger, à l'international, ce qui n'est pas le cas de la majorité des entreprises francophones ou même, je dirais, des entreprises canadiennes qui, elles, qui sont des toutes moyennes entreprises qui ont besoin d'être accompagnées. C'est important de les mobiliser aussi et de les sensibiliser au recrutement international parce que ce n'est pas quelque chose auquel les entreprises vont toujours penser. On est dans un terrain aujourd'hui avec la pandémie, on est vers la fin de la pandémie, on l'espère, mais on a des pénuries qui sont importantes aujourd'hui au Canada et on sait que c'est un terrain favorable aujourd'hui pour vraiment penser au recrutement international, étant donné que la majorité du renouvellement des travailleurs va passer par l'immigration. Je pense que c'est aussi important pour les entreprises d'avoir des ressources et des services qui peuvent les accompagner tout au long de ce cheminement-là. D'ailleurs, je citerai parmi les différents et nombreux défis auxquels elles peuvent être confrontées, justement, c'est de faufiler, d'essayer de comprendre tout le système de recrutement à l'étranger et de passer à travers le système pour arriver au point final d'avoir un candidat qui répond au poste auquel qu'ils veulent combler. Donc, il faut vraiment un défi aujourd'hui, c'est qu'il faut créer des conditions sont là. Certes, les systèmes s'est amélioré, mais ce n'est pas parfait. Les entreprises ont encore du mal à passer à travers le système. C'est très lent. Les réponses souvent peuvent prendre beaucoup de temps, ce qui peut décourager les entreprises. Les délais de traitement sont souvent se sont empirés durant la pandémie avec les différentes crises. Quand on sait qu'il y a des crises à l'international aussi, telles que il y a eu la guerre en Afghanistan, en Ukraine actuellement, les ressources peuvent être mobilisées ailleurs pour la venue des réfugiés, par exemple, et ça peut-être, et la pandémie aussi a ralenti les réponses que devraient recevoir
les employeurs. Donc, ce que je dirais vraiment, c'est important de créer auprès des continuer à les sensibiliser. On a un terrain favorable aujourd'hui avec la pénurie pour vraiment les orienter, et les entreprises francophones aussi, vers le recrutement international. Mais il faut que le chemin soit bien tracé et facile à traverser pour ces entreprises-là, et avoir les ressources aussi pour les accompagner et à recruter les candidatures qu'ils recherchent. Des pratiques prometteuses, je dirais par exemple, nous au RD Canada, dernièrement, on a publié un guide de recrutement à l'international qui explique vraiment aux employeurs tout le processus de recrutement, et ceci dans les 2 langues officielles. Je le partagerai tout à l'heure au chat. Donc, c'est dans les 2 langues officielles, c'est vraiment très simplifié et répond aux questions. Il y a aussi des réponses aux questions que peuvent se poser certains employeurs. Bien évidemment, il y a la tournée de liaison, qui sont des moments où les employeurs peuvent avoir accès à l'information dont ils ont besoin pour leur recrutement à l'international. Et au cours des 2 dernières années, la tournée a été virtuelle et il y a deux foires d'emploi, 2 foires ont été organisées pour les employeurs juste pour leur renseigner et répondre à leurs questions, ainsi que des outils qui ont été développés. Par exemple, chacune des missions, plusieurs missions à l'international ont identifié les différentes possibilités de recrutement dans les bassins francophones. Par exemple, si une entreprise cherchait, en fonction des secteurs, en tourisme, si c'était par exemple dans le secteur touristique, il y a une fiche qui a été consacrée à ça et ça indiquait dans quel pays on pourrait retrouver des ressources humaines qui avaient ces qualifications-là. Il y a Destination Canada que les employeurs peuvent aussi participer à Destination Canada pour le recrutement international, et dernièrement avec une foire de l'emploi spécialisée en petite enfance et éducation, donc qui cible un secteur en particulier francophone où il y a des besoins en main-d'œuvre. Donc, je dirais, il y a plusieurs moyens qui existent aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi des agents d'IRCC au réseau international qui sont prêts à répondre aux questions des employeurs. Nous, les RD aussi, on accompagne les employeurs. Mais je dirais pour l'avenir, ce qu'il faudrait, c'est vraiment intensifier, amplifier les services d'accompagner auprès des employeurs et diversifier les activités de recrutement à l'international. Je pense que si on mise là-dessus, et certainement essayer de corriger ou de faciliter le processus avec des délais de traitement qui sont beaucoup plus rapides que maintenant. D'accord. Et j'ai juste une petite question. Le guide que vous avez développé, que vous allez partager sur le chat, ça a été développé dans quelle période à peu près? En fait, on avait fait un premier guide en 2013, c'était très vieux. On l'a mis à jour et je viens de partager le lien. Vous pouvez le consulter, il sera régulièrement mis à jour chaque année s'il y a des changements, bien évidemment, au règlement ou autre. Donc, il y a des fiches qui viennent aussi avec le guide si vous souhaitez le consulter. Super. Donc, ça va être à votre disposition. Merci beaucoup. On passe à Monsieur Eric Mépong. Donc, vous êtes un exemple vraiment sur le terrain. On a une question à vous poser par rapport à ça. À partir de votre riche expérience, comment est-ce qu'on peut bien accompagner les personnes immigrantes francophones qui souhaitent venir s'établir au Canada justement pour se lancer en affaires? Quels sont les défis rencontrés pour une personne dans cette situation et quelles sont vos pratiques prometteuses à mettre en place que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Bien, bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là d'ailleurs et je suis d'ailleurs très content de partager mon expérience. Comme tu l'as dit, c'est du cas pratico-pratique. Moi, je suis l'homme du terrain et donc pour véritablement répondre à ta question, c'est pour dire tout simplement que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se travaille. Si vous avez l'esprit entrepreneurial et que vous aimeriez immigrer au Canada, il est très important de commencer à travailler son mindset parce que le Canada a des défis auxquels on est confronté. Le climat, dépendamment de où on habite, le langage, c'est-à-dire que la communication, l'approche client est totalement différente avec celle qu'on a dans nos pays d'origine.
Et donc, ça, c'est un véritable problème qu'on rencontre. Et je dirais d'ailleurs que toute personne qui immigre, moindrement que tu aimerais être entrepreneur, il y a un travail de fond à faire. Il faut, il faut se renseigner, il faut étudier, il faut apprendre le métier. Si vous êtes spécialisé dans un domaine bien précis, il est important, n'est-ce pas, de comprendre le rouage du système dans ce domaine-là. Alors, vous savez, le Canada, je dirais, c'est un terrain où vous avez des possibilités de vous réinventer. Si vous avez une formation en télécommunication, vous pouvez arriver au Canada et être et vous spécialiser dans un domaine qui n'a rien à voir avec les télécommunications. Alors, la grosse barrière que nous rencontrons souvent, c'est que lorsque nous venons de nos pays d'origine, avec une formation de base, dans mon cas, par exemple, formation en télécommunication, lorsqu'on arrive, on veut forcément se lancer dans le même domaine. Pourtant, on ne s'est pas posé des bonnes questions, à savoir, est-ce que dans ce domaine de télécommunication, est-ce qu'il y a une demande sur le marché du travail? Donc, c'est une étude, une analyse qu'il faut faire à l'avance. Alors, de par mon expérience, comment est-ce que je peux accompagner, comment est-ce qu'on peut accompagner des personnes immigrantes francophones qui veulent venir au Canada? On a la chance aujourd'hui, c'est qu'avec l'Internet, on peut s'informer. Et c'est toujours important de faire recours à un consultant en immigration ou à un spécialiste qui qui a des informations à jour, tant sur le plan juridique que sur le plan professionnel, pour vous accompagner dans le processus. Beaucoup de personnes, habituellement, veulent se lancer d'eux-mêmes, mais sans chercher à s'informer auprès de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, c'est-à-dire un mentor. Et j'encourage d'ailleurs fortement des personnes qui veulent se lancer à avoir de l'accompagnement, ce qu'on appelle généralement le mentorat. Parce que quelqu'un votre mentor, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience sur le terrain, il peut mieux vous guider à pouvoir vous lancer en affaires. Et donc, se lancer en affaires, bien évidemment, il ne faut pas oublier un détail, c'est que lorsque vous avez un mentor, le mentor va vous permettre de gagner beaucoup d'années d'expérience que si jamais vous voulez vous lancer de vous-même. Et donc, j'encourage donc, n'est-ce pas, toute personne qui aimerait arriver au Canada et se lancer en affaires, de véritablement faire recours aux consultants en immigration. D'ailleurs, moi, j'en ai utilisé dans le passé et je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et surtout avoir un mindset assez développé. Et ça se travaille. On ne l'acquiert pas d'un bout, juste simplement en claquant le doigt, mais ça se travaille, le mindset. Alors, les défis rencontrés, il y a énormément de défis. Il y a énormément de défis. Un des défis principaux, c'est que lorsque vous arrivez au Canada et que vous vous lancez en affaires, se lancer en affaires, créer une entreprise, c'est pas la chose la plus difficile. Créer une entreprise, ça se fait très facilement. Vous pouvez créer votre entreprise en une journée, ça sera fait. En quelques heures, c'est fait. Mais ça ne suffit pas. Créer une entreprise, il faut maintenant aller vers avoir la clientèle. Et c'est là où le problème se pose. Lorsque vous avez votre entreprise, vous avez l'expérience, il faut donc avoir le véritable langage de communication afin d'aller attirer cette clientèle. Alors, c'est ce défi qu'on rencontre généralement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, quand vous êtes en affaires, pendant les 3 premières années, si vous résistez, là, vous êtes sur le bon créneau. Alors, j'encourage énormément d'ailleurs les consultants en immigration à pouvoir se pencher sur ce domaine. La formation est importante. Poser des bonnes questions à toute personne qui aimerait venir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il vient pour travailler pour les entreprises ou alors est-ce qu'il veut véritablement se lancer en affaires? S'il veut se lancer en affaires, c'est de mettre par exemple en contact avec des personnes comme moi qui a eu certaines longueurs d'expérience, une longueur d'avance d'expérience pour avoir un coaching. C'est très important. Donc, alors, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Et les pratiques prometteuses, ce que je dirais, c'est de pouvoir bien s'informer afin de pouvoir choisir le bon filon et le bon créneau dans lequel on veut se lancer.
Merci beaucoup, Monsieur Mépon. D'ailleurs, sur le chat, on a quelques questions par rapport à ça. C'est juste, il y a Madame Catherine Dandono qui a partagé quelque chose d'important. Elle dit que les consultants doivent obligatoirement être accrédités par le Collège des consultants réglementés en immigration. Donc, c'est vraiment un conseil important, comme vous dites, pour s'assurer des conseils prodigués, parce que souvent, quand on se lance dans le chemin de l'immigration, on va aller chercher, comme vous dites, du mentorat ou quoi que ce soit, des avocats, des consultants qui prennent de l'argent à partir de là-bas. Donc, il faut toujours s'assurer d'informer de la validité de ces personnes qui prodiguent les conseils. On va passer donc à la deuxième tournée de questions. On va procéder au même schéma que tout à l'heure et je vais commencer par Madame Jennifer Gray. Donc, une question par rapport au volet des travailleurs qualifiés francophones du gouvernement de l'Ontario. Donc, en quoi le volet favorise-t-il l'atteinte des objectifs du gouvernement ontarien en matière d'immigration francophone et comment est-ce qu'il contribue à répondre aux besoins de main-d'œuvre en Ontario? D'accord, merci. Alors, comme vous le savez, au Canada, l'immigration, c'est une compétence partagée entre les gouvernements fédéraux et provinciaux et territoriaux. Les provinces et les territoires peuvent désigner, c'est-à-dire approuver des immigrants candidats à la résidence permanente, mais c'est important de savoir que c'est le gouvernement fédéral qui prend la décision finale à leur égard. Ça veut dire que les provinces et les territoires peuvent désigner une candidate, mais on ne peut pas donner le statut juridique à un candidat. Cela dit, les programmes provinciaux et territoriaux sont des mécanismes pour attirer et influencer les gens de s'établir dans la province ou le territoire. C'est là où nous pouvons avoir notre impact. Comme j'ai mentionné auparavant, l'Ontario a une cible d'atteindre 5% d'immigration francophone chaque année. Afin d'appuyer cette cible provinciale, nous avons fait plusieurs efforts. D'abord, le POSI offre un volet dont nous avons parlé dédié aux francophones, le volet travailleurs qualifiés francophones. De plus, nous avons une cible au niveau du programme de 5% désignation francophone chaque année. Et c'est important de faire la distinction entre ces cibles. Donc, 5% de l'immigration en Ontario, ça dépend sur l'immigration sur plusieurs facteurs, volets. Ce n'est pas notre programme qui peut accomplir le 5%, mais en tant que programme, nous avons une cible au niveau du programme de 5% de désignation francophone chaque année. C'est là où on peut avoir notre impact. Alors, pour y arriver, le POSI soutient l'immigration francophone de divers pays francophones vers l'Ontario et continue de croître et bénéficier d'années de vastes rayonnements provinciaux et internationaux. Alors, grâce à ces initiatives auprès des francophones, l'Ontario, donc le POSI, a entraîné une augmentation des candidats francophones dans le cadre du POSI. Nous avons dépassé notre cible au niveau du programme de 5% en 2018, 2019 et 2020. Et juste pour vous donner un exemple, donc qu'est-ce qui signifie ce volet? 90% des désignations francophones du POSI ont été émises par le volet travailleurs qualifiés francophones en 2020. Et je peux dire la plupart de nos désignations francophones passent à travers le volet travailleurs qualifiés francophones. Donc, ça vous donne une idée, parce que la présentation est plus technique sur comment fonctionne le programme d'immigration, comment ça s'insère dans les grands plans vis-à-vis du gouvernement du Canada. Mais je voulais vous donner une idée de comment ça marche, comment ça fonctionne en partenariat avec les programmes du gouvernement du Canada et qu'est-ce qui est notre impact en Ontario pour l'immigration francophone. Donc, maintenant, vous savez comment fonctionne le programme, ce volet, où ça s'insère et les résultats. Mais je voulais aussi illustrer un peu la diversité des candidats francophones
du POSI. Donc, en 2020, toujours, les cinq principaux pays d'origine étaient Maroc, Liban, Cameroun, Algérie et Maurice. Donc, en ce qui concerne l'impact sur le marché du travail, donc, les candidats francophones viennent de divers pays, diverses professions, mais à titre d'exemple, en 2020 aussi, les 5 professions principales des candidats francophones étaient auditeurs, auditrices financiers et comptables, enseignantes du secondaire, spécialistes des ventes techniques, autres agents financiers et directeurs, directrices des ventes corporatives, parmi d'autres, mais ce sont des top 5, si je peux dire. Donc, j'espère que ça vous donne un aperçu du programme provincial, le programme ontarien des candidats à l'immigration, comment ça fonctionne avec le gouvernement du Canada et leur programme, notre volet dédié, ainsi que quelques informations et résultats après la mise en œuvre de cette volet et autres activités et apports dans le programme. Si vous avez des questions à la suite, je peux aussi parler de quelles sont nos activités de sensibilisation et rayonnement et promotion, si ça vous intéresse. Sinon, je vais passer la parole à la prochaine. Merci beaucoup, Madame Gray. Oui, c'est sûr qu'on aura le temps de revenir pour poser des questions pour ce genre de spécifications. Ma prochaine question s'adresse à Monsieur Denis Desjardins. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'aller chercher les gens à l'international. Mais là, une fois que les candidats sont recrutés, comment bien accompagner les candidates et les candidats et comment les employeurs peuvent-ils contribuer à leur intégration et ensuite, pour qu'ils restent, à leur rétention? C'est une très bonne question et la rétention, c'est un des éléments les plus importants parce qu'après qu'on les recrute, il faut qu'on ait un procès pour les encourager à rester le plus longtemps possible parce que sans ça, ils vont toujours juste rentrer et sortir. Et au Nouveau-Brunswick, on a un problème avec ça. En actualité, il y a plusieurs personnes qui rentrent plus facilement dans les provinces atlantiques et finalement, ils s'en vont dans les plus gros centres comme Toronto, Montréal, etc. Donc, c'est une réalité qu'on est en face à chaque journée. Comment trouver les bonnes personnes qui veulent vraiment rester dans les communautés, les jobs qu'on offre dans les communautés qu'on a pour les bonnes raisons et pour long terme. Donc, avant qu'on les trouve, c'est une communication. Comment qu'on définit les jobs, comment qu'on explique online comme les jobs, qu'est-ce que c'est vraiment en réalité. So, il faut avoir une communication sur les médias sociaux, par exemple. On a une page de Facebook, on a un website. On essaie d'expliquer la culture de notre travail, quelle sorte d'environnement qu'on a ici. On est dans la nature, on aime le bois, on est une petite communauté francophone. C'est des réalités. C'est pas une vente. Si tu dis à quelqu'un, viens ici à Saint-Quentin, c'est la plus belle place au Canada, en réalité, ça dépend de la personne. Si tu dis que c'est la meilleure place, quand ils arrivent ici, ils vont vitement voir la réalité. C'est pas que c'est une mauvaise place ici, mais il faut avoir des expectations claires. Parce que quand ils vont venir ici, ils vont voir la vérité. Qu'est-ce que c'est vraiment comme ici? C'est un petit town. On n'a pas de shopping mall. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut vraiment que le monde comprenne avant d'arriver. Oui, on a des écoles. Oui, on a un hôpital. Oui, on a des services. On a un service Nouveau-Brunswick, service Canada ici, mais on n'a pas de nightlife. On a des différentes choses à offrir. On a des parcs très proches d'ici. On a de la nature, des choses comme ça. So, avoir une communication qui est claire, vraiment expliquer qu'est-ce qu'on offre, c'est une partie essentielle avant même de faire le recrutement. Parce qu'il n'y a pas de manque de personnes qui veulent venir au Canada. On a vraiment, c'est comme une vague, un tsunami de personnes qui veulent avoir des jobs rentrés au Canada. Il n'y a pas de manque. C'est pas une question que si on peut trouver du monde qui veulent travailler à nos jobs. Il y a beaucoup de personnes qui appliquent. Mais c'est une question de trouver les personnes qui veulent vraiment rester à l'entour.
Donc, travailler, cette communication-là, ça se passe online, ça se passe quand on fait des missions, quand on rencontre les personnes, quand on les interviewe, qu'on ait la communication claire, quel montant de taxes qu'ils vont payer ici au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce que leur phone bill va regarder, comment ils vont payer pour le logement. C'est tous des éléments qu'il faut avoir clairement établis. Pas pour dire que c'est cher à vivre ici, mais c'est la réalité. Donc, ils vont le savoir éventuellement. Et c'est ça. Une autre importante partie, c'est le procès d'immigration. Il y a vraiment 3 étapes à trouver des travailleurs à l'étranger. Il y a le recrutement, qui fait partie de la communication que je viens juste de mentionner. Il y a le procès d'immigration, qui est le partnership qu'on a avec le gouvernement. Et après, quand ils arrivent ici, essentiellement, c'est un différent défi, c'est la rétention. Mais quand on arrive à cette partie-là de l'équation, il faut penser à des éléments qu'il faut qu'on adresse avant qu'ils arrivent. Par exemple, il faut avoir des services pour les familles. Les familles qui viennent ici, c'est une partie c'est une des parties les plus importantes parce que quand on engage les travailleurs, les applicants primaires, ils vont emmener leur famille et le coût de vie au Canada, réellement, c'est plus facile aujourd'hui si tous les deux travaillent à la maison. C'est pas une bonne chose s'il y a une personne qui reste à la maison. Donc, une partie de la stratégie, c'est d'avoir des partenaires dans la communauté qui peuvent aussi offrir des jobs ou avoir des services, des choses à faire, des services pour les conjoints, les familles, les enfants, des sports pour les enfants, toutes sortes de différents services qui ont à faire avec la famille. Et ça aussi, ça revient au début. Il faut que ça fasse partie de notre communication qu'on offre avant le recrutement. Mais à la fin, ces services-là et comprendre que c'est une histoire de famille, c'est pas des numéros de recrutement. C'est amener des familles ici dans nos communautés qui est la clé essentielle pour la rétention. On regarde les résumés des conjointes. On les offre des jobs quand on peut aussi. Et quand on peut pas, on essaie de leur donner un guide ou on communique avec les autres entreprises dans notre communauté. C'est vraiment essentiel de comprendre leurs besoins comme famille. Voilà. Ça, je pourrais en parler aussi pour des heures. Mais je vais donner mon temps à les autres. D'accord, merci. Il faudrait vraiment donc que la réalité qu'on leur présente dans autant de recrutement soit la même à laquelle ils sont confrontés une fois arrivés. Ça facilite vraiment l'intégration et la rétention. Donc, ma prochaine question, c'est à Madame Rokia Abdiaden. Donc, c'est un peu dans la même veine. Comment bien accompagner les candidates et candidats recrutés et comment tenir compte de leurs besoins? Et quels sont les défis rencontrés ainsi que vos pratiques prometteuses que vous pouvez partager avec nous? Merci beaucoup. Puis je vais renchérir sur ce que mon prédécesseur a dit. Souvent, dans les cadres des services aux immigrants, on pense souvent aux demandeurs principaux. Hein. On oublie. Il faut mettre l'accent aussi à offrir des services à toute la famille, à l'ensemble de la famille, incluant le conjoint, les enfants et autres. Mais en termes de services pour répondre aux besoins des immigrants, ce que je dirais, c'est que ce qui a été établi au cours des dernières années, quand on a parlé de parcours francophone, c'est des services qui sont sur l'ensemble du parcours d'immigration, qui commence avant l'arrivée et qui se termine jusqu'à une pleine intégration. Donc ça, je pense que c'est un élément clé pour répondre aux besoins des immigrants, besoins de services des immigrants. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que on avait tendance à un moment donné, au début du développement des services francophones, c'est souvent des services de base. Hein. On offrait juste les services de base. Par exemple, on fait venir 10 clients, on leur offre un atelier, grosso modo, sur comment faire un CV, puis ça s'arrêtait là. Je pense qu'au cours des dernières années, ce qui a aidé, c'était un niveau de professionnalisation un peu plus poussé. On allait plus on offrait davantage un peu plus de services plus
qui était personnalisé aux besoins du candidat. Parce que les candidats arrivent avec des expériences différentes, avec des besoins très différents, ainsi que des formations et un parcours différent. Donc ça, c'est un élément essentiel. Ce qu'on a, par exemple, remarqué durant la pandémie, c'est que les agents de services devaient même aller au-delà des services d'intégration. Hein. C'était des fois des agences de services sociaux aussi par rapport à certains candidats, parce que la pénurie a fait en sorte que ces gens, oui, cherchaient un emploi, un logement, mais ils avaient aussi besoin de discuter avec quelqu'un, de comprendre l'ensemble de défis auxquels ils se heurtaient. Donc, je dirais un service complet et professionnalisé et s'assurer que ce soit diversifié en termes adapté au profil des candidats qu'on reçoit. Les défis, ben, ça reste la question de sous-financement. Je dirais, à un moment donné, une personne ne peut pas faire tout ce travail-là. Quand on a une ressource humaine employée dans une organisation qui doit répondre à l'ensemble des demandes et des spécificités des clients, ça devient un peu difficile et dur à gérer. Ce que je pourrais peut-être ajouter, je ne parlerai pas des défis qu'on rencontre quand on cherche un emploi au niveau de l'immigrant, mais je pourrais aussi parler de pratiques prometteuses. Je l'ai cité tout à l'heure, le parcours d'intégration francophone est important et c'est important de le consolider davantage et de le professionnaliser un peu plus, de l'étendre aussi à d'autres groupes de clientèle et d'offrir peut-être des services spécifiques à certains groupes de clientèle qui rencontrent un peu plus de défis comme les femmes par exemple, ou les réfugiés. Là, je sais qu'il y a des services qui existent, mais je pense que c'est important de renforcer ça. Nous, au niveau de notre réseau, on est en train de faire une analyse depuis l'année dernière à observer c'est quoi le parcours professionnel justement de ces immigrants-là francophones que nous recevons et que nous desservons en fonction des pays d'origine, de la formation, du genre, de façon à construire des cas spécifiques pour être capable d'adapter les services que nous offrons. Un autre, je dirais, pratique prometteuse, c'est que des fois, il ne faut pas réinventer la roue. Hein. Il y a des services ou des outils qui ont déjà été développés ou des programmes qui existent développés par les fournisseurs de services anglophones et qui permettent de justement consolider les services d'intégration. Et je sais qu'au niveau de la Colombie-Britannique, c'est un programme qui est devenu national, un programme qui s'appelle Applied Skill Curriculum to Empower Newcomer Development, qui a été développé par un organisme francophone de la Colombie-Britannique. Ce que nous avons fait, nous avons traduit tous les formules, les modules de formation en français et nous les rendons accessibles à l'ensemble des immigrants francophones à travers tout le pays. Donc ça, je dirais, c'est certaines mesures prometteuses pour les services en français. Merci beaucoup, Madame Abdi Aden. Et tout à l'heure, lors de la période de questions, on aura le temps de revenir sur certaines spécificités. Ma prochaine question, c'est pour Monsieur Eric Mepong. Donc, vous qui êtes plus dans le one-on-one sur le terrain, quelles sont les pratiques en place au sein de votre entreprise pour recruter et accueillir les personnes immigrantes et comment votre parcours spécial vous a-t-il préparé pour mettre en place ces mesures dans votre propre entreprise? Eh bien, merci. C'est une très bonne question. Question à laquelle nous faisons face au quotidien. Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre à laquelle nous faisons face au quotidien et l'instabilité surtout des employés, le roulement des employés, on a été forcé, après le moment de la pandémie, on a été forcé donc à pouvoir aller à l'international chercher des employés. Et évidemment, pour ce faire, une pratique qui a très bien fonctionné chez moi, c'est de faire recours aux consultants agréés en immigration. Je précise bien aux consultants agréés. Et ça, c'est vérifiable d'ailleurs pour savoir si un consultant est agréé, parce que chaque consultant a un numéro et donc c'est vérifiable si le consultant est agréé ou pas.
Alors, ça, c'est une des meilleures façons de procéder et ça a beaucoup aidé. Et une autre chose qui fonctionne très bien au sein de mon entreprise et dont je suis fier de cela, c'est que nous servons nos clients en français et en anglais. Et je suis fier de faire la promotion, même la publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux. Quand je m'exprime en français, je le fais également en anglais. Alors, ce qui fait que ça a ouvert certaines portes au sein de mon entreprise. Dans ma compagnie, j'ai des francophones venant du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo. Et lorsque ces immigrants arrivent, une des premières barrières, souvent, c'est la langue. Et comment je fais? Mon entreprise, je travaille en Alberta, je travaille en anglais. Alors, ce qui aide énormément, c'est que dans mon administration, j'ai une francophone et une anglophone. J'ai deux admins, une qui parle en français, une qui parle en anglais. Ça veut dire que lorsque quelqu'un arrive, premièrement, il n'aura pas de difficulté à communiquer avec l'administration parce qu'il y a une qui parle français. Donc, il va se retrouver. Et au niveau des techniciens, j'ai des techniciens qui parlent français. Ça veut dire que lorsqu'il y a un nouvel arrivant qui arrive, lorsque quelqu'un arrive, ce que je fais habituellement, il y a un temps de formation. Et cette formation, ce que je fais, je mets ce nouvel arrivant avec un technicien qui parle français pour une meilleure intégration. Je peux les mettre ensemble, je peux les mettre ensemble pendant toute la formation qui peut durer 2, 3 mois. Ça permet non seulement à la personne de se familiariser avec avec le domaine, le travail, et ensuite, ça permet à la personne de pouvoir mieux comprendre l'industrie. Parce que la barrière linguistique est un gros problème lorsque vous êtes dans une province anglophone et vous vous exprimez en français. Alors moi, j'ai réussi donc à pouvoir mettre mes employés à l'aise, ceux qui arrivent des pays francophones et qui ne parlent pas l'anglais. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous prenez des cours en anglais évidemment, mais sur le terrain, le côté pratique, vous n'aurez pas de souci à pouvoir travailler. Donc ça a beaucoup aidé et ça permet en sorte que je garde beaucoup plus longtemps mes employés, surtout des francophones, parce qu'ils sont à l'aise, ils sont dans une compagnie où ils s'expriment en français sans trop se gêner et ils ont le temps de bien apprendre la langue et puis de pouvoir se lancer. Ça, c'était un élément important que je voudrais préciser ici. Je voudrais également mentionner je précisais qu'au niveau du recrutement, j'ai fait énormément appel aux consultants agréés. Et puis au niveau de l'accueil, donc c'est l'administration en français et les techniciens en français qui font la suite. Donc, ce que je peux dire également pour préparer à mettre en place mon implication, en fait, qu'est-ce que ça a donné? C'est que moi également, venant d'une province francophone où on parle français, bien que le Cameroun étant bilingue, moi j'ai fait 15 ans à Montréal, je vous l'ai dit, à Montréal, je travaillais en français. Alors, rendu en Alberta, c'est quelque chose qui m'a fait très vite réaliser que si vous êtes francophone, vous venez en Alberta, il est très important de très rapidement se mettre au travail, apprendre la langue, et afin de pouvoir se lancer en affaires. Parce que dans une province anglophone, se lancer en affaires où vous avez des clients en anglais, on comprend que la barrière linguistique peut être un problème. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu pallier à ce problème-là. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. D'ailleurs, avec vous aussi, on va faire un retour sur vos pratiques du quotidien parce que ça nous informe beaucoup par rapport à cela. Merci pour ces deux premières rondes de questions dirigées de la FCFA. Puis là, on va aller un peu voir l'engouement des questions pour les personnes qui nous regardent. On a beaucoup de questions dans le clavardage. Mais avant de prendre les questions, je voudrais savoir s'il y a certains panélistes qui ont envie de faire un retour sur un commentaire ou une réponse qu'un autre panéliste nous a partagé. Donc, je vous laisse libre cours si jamais il y a quelqu'un. Oui, Madame Abdi Adel. Moi, je peux-tu sauter? OK, excuse, je vais aller après. Oui, ensuite à vous. Exactement. Allez-y, Madame Aden, ensuite Monsieur Desjardins. Allez-y, Monsieur Desjardins. Je pense que Non, après vous, je m'excuse. Après vous.
OK, pas de problème. Mon Internet est un peu stable. Je m'excuse à l'avance. Je voulais juste revenir sur ce que M. Desjardins, justement, a dit par rapport au fait que la demande est forte. Hein. Je veux dire, quand on organise des salons internationaux, quand il y a du recrutement international, les gens s'inscrivent. Ce qu'on appelle les gens qui sont à la recherche, qui veulent immigrer, là, ils sont nombreux. Les gens qui veulent venir au Canada francophone sont trop nombreux. Il y a aucun problème de ce côté-là. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus parce que ça nous donne un bassin très diversifié en termes de candidats potentiels pour les besoins en main-d'œuvre dans le pays. Et le deuxième élément que je rajouterai, puis deux autres éléments que j'ajouterai, c'est la question des transferts des expertises. Le système de l'immigration est basé sur un certain nombre de critères. Des fois, ce qui arrive dans la réalité, c'est que les gens que nous faisons venir ne sont pas forcément les gens dont le marché du travail a besoin. Donc, des fois, concilier les deux est nécessaire et est important. Et je pense qu'on ne met pas assez d'efforts pour la question de transfert d'expertise entre les formations premières des immigrants et les possibilités qu'ils peuvent avoir pour décrocher un emploi. Et là, le dernier élément que je rajouterai, c'est, je parlais de parcours d'immigration francophone et on parlait de recrutement international. Je sais que dans certaines régions, même s'il y a des besoins, même si les employeurs souhaiteraient recruter à l'international, ils font face à d'autres défis. Dans certaines régions, il n'y a plus de logement. Donc, l'employeur a beau vouloir recruter à l'international, mais il ne peut pas loger ces gens-là quand il va les faire venir. Donc, ça demeure encore un défi et je pense que c'est dans l'ensemble, dans sa globalité, qu'il faut observer le parcours et s'assurer que tous les moyens sont bien enclenchés et que tous les services sont en place pour réussir les initiatives que nous menons. Merci. Merci. Monsieur Desjardins, un commentaire? Oui, c'est un bon point à propos de l'issue de logement. Quelque chose que je n'avais pas mentionné, qui est une grande réalité pour les Canadiens, mais ceux-là qui viennent de l'extérieur du Canada, souvent, c'est quelque chose de très surprenant aussi. Donc, je voulais juste aussi dire que ça, c'était un bon point. Mais vraiment, je voulais parler le point fait par Eric, qui était aussi très bien. Je voulais juste ajouter un petit commentaire que c'était que trouver un consultant en immigration, c'est une bonne idée parce que ils sont licenciés. C'est une industrie qui est réglementée au Canada. Donc, ils peuvent avoir audité et il faut qu'ils rapportent. Ils ne sont pas tous pareils, puis les règlements sont différents en chaque province aussi. C'est ça que je voulais juste ajouter. Un consultant d'immigration a besoin de différentes licences dans différentes provinces. Ça, c'est important de savoir si vous êtes au Québec, votre entreprise est au Québec, c'est peut-être différent. Un consultant d'immigration a besoin de différentes licences pour fonctionner au Québec. Même chose à Saskatchewan, même chose à Nouvelle-Écosse, il y a des différents règlements. Donc, ce n'est pas toujours la même histoire pour chaque. Monsieur Desjardins, votre son a baissé beaucoup. On vous entend moins bien que tout à l'heure. Pouvez-vous m'entendre? Oui, mais c'est bas. Est-ce que vous pouvez augmenter le volume, s'il vous plaît? OK. Juste continuer. D'accord, je vous laisse régler ça. Donc, je vais commencer à prendre des questions du forum. Je vais commencer peut-être par Madame Gray. Il y a beaucoup de questions pour vous. Je vais en combiner deux. La première, c'est quelles sont vos activités de promotion et de rayonnement? Et l'autre qui est un peu plus spécifique, donc il y a un spectateur qui nous dit, Madame Gray, si je comprends bien, en Ontario, vous atteignez vos objectifs pour les désignations de francophones 5%. Mais c'est dans les programmes fédéraux qu'il y a moins de candidats francophones. Donc, qu'est-ce qui explique pourquoi on n'a pas 5% d'immigration francophone en Ontario? Bonjour. Donc, si je peux revenir à la question, donc en parlant d'abord des cibles, oui, en tant que programme, nous avons
une cible de 5% de désignations francophones chaque année. Et c'est cette cible qu'on a réussi pendant les 3 dernières années dans le canton 2021, en train toujours de finaliser. Donc, tout d'abord, est-ce que ce point-là est clair? Donc, quand je parle de réussite de cible, je parle de cible du POSI, pas l'ensemble de toute l'immigration francophone dans la province de l'Ontario. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Oui, et l'autre volet par rapport à la promotion et au rayonnement de votre programme. Oui, tout à fait. Donc, je pense, en lisant les questions, vous voudrez savoir s'il y a, par exemple, des chiffres précis correspondant aux activités de promotion provinciale et à l'international. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, nous avons fait plusieurs activités à l'international dans les dernières années. Et je peux dire, si vous regardez par exemple nos chiffres, le nombre de désignations francophones, on a certainement vu une augmentation dans les désignations offertes, mais je ne peux pas par exemple préciser en raison comme résultat de participer dans telle ou telle activité, on a reçu X nombre d'immigrants. Et la raison pour ça est un peu complexe. Donc, par exemple, quand nous participons dans un événement comme Destination, par exemple, Destination Canada, par exemple, nous rencontrons beaucoup des immigrants éventuels. En même temps, ces personnes-là sont dans différentes parties de leur projet d'immigration. On peut rencontrer, par exemple, quelqu'un qui s'intéresse à aller en Ontario, par exemple, mais qui n'a pas encore commencé leur démarche en immigration. On rencontre les gens qui vont bientôt créer leur profil Entrée Express. Ils s'intéressent d'apprendre davantage sur notre programme, comment ça peut les appuyer. On rencontre les gens qui sont déjà dans le bassin, qui partent peut-être avec un permis temporaire, ils vont chercher le statut un peu plus tard. Et on rencontre les gens qui sont déjà allés et qui sont prêts à s'installer. Donc, vous voyez, on rencontre les gens à différents points dans le projet d'immigration. Et, par exemple, du côté du programme, quand on donne une désignation, la personne va arriver peut-être 6, 8 mois, 1 an plus tard, parce que bien sûr, si la personne est déjà en Ontario, OK, c'est beaucoup plus vite. Si la personne reçoit soit la désignation de nous et ensuite a présenté une demande de résidence permanente, ou s'ils ont déjà reçu le statut de résident permanent, ça va peut-être déterminer le montant de temps d'arriver en Ontario. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire on a fait telle activité et on a ce résultat, mais on sait qu'on est toujours en train de renseigner les immigrants éventuels et potentiels. On est toujours en train de fournir des renseignements, les aider à mieux comprendre le processus d'immigration, comment les différents programmes peuvent les en servir. Et le moment de recevoir la désignation ou bien le statut de résident permanent, ça peut être jusqu'à plusieurs mois, même 24 mois après la réception d'un tel document, d'arriver dans la province. Donc, tout cela dit, on constate certainement un succès dans le cadre de notre programme et nos désignations à la suite de ces activités, mais on ne peut pas comptabiliser comme tel. J'espère que ça répond à la question. Oui, ça répond à la question, j'espère. Vous pouvez vous prononcer, messieurs, dames, sur le chat. J'ai une prochaine question pour monsieur Eric Mepong. Donc, monsieur Robert Soraki-Watum vous pose la question, est-ce qu'il est possible d'être un chef d'entreprise noir? Donc, ici au Canada, bon, la réponse est oui, puisque le monsieur l'est, mais est-ce qu'on pourrait vous entendre un peu par rapport à cela? Votre avis? Merci. Oui, c'est une très bonne question et c'est un gros défi auquel nous faisons face, hein. Je veux dire, être chef d'entreprise noir, oui, je suis une preuve vivante. Est-ce que je rencontre des barrières? Oui, je rencontre des barrières, mais est-ce que c'est véritablement une préoccupation pour moi? Non.
Est-ce que je m'arrête par rapport au fait que je suis noir? Non, je ne m'arrête pas. Et je dis toujours, il faut oser. Il ne faut pas que notre couleur de peau nous arrête. Moi, je n'arrête jamais. Et je ne prends pas le fait d'être noir. Le fait d'être noir n'est pas pour moi une barrière. Il y a un élément qui est très important quand vous venez au Canada, c'est que si vous êtes bon dans votre domaine, si vous êtes efficace dans votre domaine, que vous soyez noir ou blanc, vous aurez des opportunités. Donc, pour moi, je dis, c'est certes une grosse barrière, on ne peut pas se le tromper, mais ça ne devrait pas nous arrêter. Et je crois véritablement que le fait d'être noir, c'est tout simplement qu'on travaille doublement pour se faire une place dans la société. Alors, et dans ma compagnie, je n'ai pas juste des personnes de couleur noire, en fait. J'ai un mix, en fait. C'est comme disait Desjardins tout à l'heure, on est ici comme à l'ONU. On a toutes les communautés, on a les Malaisiens, on a les Chinois, on a vraiment un cocktail Molotov ici dans ma compagnie. Alors, voilà quoi. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une question qui est pour Monsieur Desjardins. Est-ce que vous Okay, nous je suis entendez? revenu. Oui. On est heureux que vous soyez là. Donc, j'ai une question qui concorde un peu avec l'actualité posée dans le chat par Monsieur Jean Viel, que je salue d'ailleurs. Donc, Monsieur Desjardins, comment la filière avec les travailleurs de l'Ukraine s'est développée en ce qui vous concerne? Et au-delà des défis associés à la langue, est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour ces travailleurs-là? Je ne vais pas rentrer beaucoup en détail avec la situation en Ukraine parce que c'est tout un gros sujet. Mais je veux juste dire que on a des défis avec ceux-là qui s'en viennent de l'Ukraine. On a 12 travailleurs en chemin qui sont encore là en Ukraine. Et l'effet sur les travailleurs, on a 17 travailleurs ukrainiens ici aujourd'hui. C'est un événement qui est très dur à décrire. Et ça fait un gros impact sur eux et leurs familles, et surtout nous autres dans l'entreprise où ce que la santé et sécurité est très importante. On travaille avec des machines. Ça fait un effet de ce côté-là aussi qu'il faut être très on fait très attention. Donc, je veux juste dire que le défi avec les travailleurs étrangers, si on veut regarder du côté francophone, parce que je pense que c'est ça le sujet plus aujourd'hui. Notre communauté ici à Saint-Quentin, on est une communauté, je veux pas dire 100% francophone, mais on est très proche de 100% francophone. C'est pas une réalité partout au Nouveau-Brunswick, mais on a une situation très spécifique ici, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, l'intégration pour les travailleurs étrangers qui sont pas francophones, est une partie très importante de notre procès. Donc, il faut avoir des cours de français qu'on fait à travers de notre association d'intégration. C'est un très grand partenaire. On travaille beaucoup avec eux. Ils nous aident de toutes sortes de manières du côté intégration, du côté lorsqu'ils arrivent au pays, leurs appartements, logements, manger, you name it, toutes sortes de points que comme employeur, c'est plus compliqué de s'impliquer d'une manière personnelle. Mais on travaille très prochement avec Amina pour faciliter un service comme ça. Amina, c'est le nom de notre partenaire comment t'appelles ça? L'association d'intégration ici à Saint-Quentin. Oui, donc les autres, ils font le cours de francisation, c'est très important et c'est très difficile pour ceux-là qui viennent de des pays comme l'Ukraine et les Philippines, qui viennent des Philippines, parce que c'est une langue très, très différente pour eux qui ont pas eu d'expérience avant. Donc, c'est un grand, grand challenge. Je veux juste dire, c'est une énorme montagne à croiser. Mais il y a plusieurs de nos travailleurs qui parlent aussi en anglais. On trouve toujours une manière à faire fonctionner ça. Merci beaucoup, Monsieur Desjardins. J'ai Madame Gray qui aurait un commentaire à nous partager.
Merci, Rim. En fait, je voulais juste répondre à quelque chose que Rukia a bien expliqué lors de sa première question, quand on a parlé de comment accompagner les entreprises dans le recrutement. Et Rukia, vous avez bien dit, par exemple, il y a des grandes entreprises ayant des capacités, mais c'est plutôt les petites entreprises qui ont besoin d'être mobilisées, qui ont besoin d'aide à savoir comment faire. Je voulais juste mentionner dans ce contexte-là que notre programme, nous avons des services spécialisés pour les entreprises de l'Ontario. L'unité de l'immigration des gens d'affaires du POSI offre des renseignements pour aider toute entreprise et tout employeur de l'Ontario à, par exemple, naviguer dans le système d'immigration au Canada, tirer profit du POSI, comprendre les voies d'immigration temporaire et permanente offertes par le gouvernement du Canada, comment obtenir un permis de travail et un traitement de l'étude d'impact sur le marché du travail, les fameuses EMT, par exemple, accélérées pour répondre aux besoins d'un candidat de talents hautement qualifiés et aussi fournir d'autres références par le biais de la stratégie en matière de compétences mondiales au Canada. Je mentionne ça parce que je ne sais pas si c'est très connu. Et même si une entreprise, un employeur s'intéresse à savoir mieux sur l'immigration, il n'est pas nécessaire d'utiliser notre programme. Ça veut dire que l'employeur peut appeler pour parler avec une agent, avoir des rencontres personnalisées pour savoir le processus des permis temporaires, le processus plus permanent et aussi comment bénéficier de notre programme. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, si c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête et partager avec des employeurs, les entreprises intervenantes en Ontario notamment. Et bien sûr, il y a des informations dans le site web, mais c'est quelque chose, donc pour les entreprises, et on entend souvent que l'immigration est tellement compliquée. Comment est-ce qu'une entreprise va trouver le temps de comprendre tout un système et ensuite faire les démarches pour le recrutement et ensuite entamer le processus d'immigration, et on comprend, mais nous avons un service et nous avons des agents qui sont disponibles pour aider les employeurs de savoir comment faire ou où commencer. Donc, c'est quelque chose juste, si vous pouvez garder en tête pour l'Ontario. Et c'est pour ça qu'on organise ce genre de symposium pour partager ces bonnes pratiques. Merci beaucoup. Ma prochaine question. Oui, pardon. Une deuxième, en parlant aussi de l'importance, merci Monsieur Eric, surtout de comprendre les secteurs de travail, quelles sont les exigences là-dessus. Je vais aussi juste mentionner, par exemple, pour l'Ontario, on a Expérience Globale Ontario et c'est un service où les gens peuvent se renseigner davantage auprès des professions réglementées en Ontario, quels sont les organismes à contacter, il y a des fiches de renseignement et tout cela est disponible avant le départ. Donc, si par exemple, quelqu'un n'a pas encore quitté leur pays d'origine, mais il s'intéresse plus de savoir comment travailler en Ontario dans un certain secteur, quelles sont les exigences, l'information et le service est disponible à tout le monde. Et peut-être c'est un atout de regarder avant l'arrivée ou dans la planification d'un déménagement. Donc, je voulais juste mentionner ça aussi. Merci. Et on va rester dans cette même dynamique d'outillage et je poserai une question à Madame Rukia, si vous permettez. Donc, c'est un spectateur anonyme qui demande quand une nouvelle entreprise souhaite se lancer dans le recrutement à l'international, toute l'information à comprendre peut sembler être une montagne. Donc, comment aider ces entreprises à mieux comprendre les procédures à suivre et les sensibiliser aux retombées positives que pourrait avoir l'immigration sur leur propre entreprise? Merci pour la question. Puis, j'ai parlé tout à l'heure, en tout cas au niveau de notre réseau,
et j'ai partagé dans le chat le guide pour le recrutement international pour les entreprises. Et on l'a fait avec une consultante, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est une consultante qui est licenciée puis qui connaît très bien le système qui l'a fait pour nous. Et c'est le guide explique vraiment le cheminement et les programmes qui existent de façon générale, au niveau fédéral, je dirais, parce que ce n'est pas rentré malgré au niveau des possibilités provinciales, quelque chose qui pourrait être complété, par exemple. Et le guide répond aussi à certaines questions génériques que peuvent se poser les employeurs. Puis, Mme Gray l'a dit, mais au niveau fédéral aussi, il existe des réseaux qui sont prêts à répondre aux questions des entreprises pour les aider à cheminer à travers le parcours de recrutement. J'ai parlé aussi des différentes activités qui sont organisées pour le recrutement international, que ce soit les tournées de liaison, Destination Canada. J'ai vu dans le chat que Louise, à l'ambassade de Paris, a indiqué aussi que les services publics de l'emploi de plusieurs pays francophones aident les employeurs et sont prêts à aider les employeurs à identifier des candidats qui répondent à leurs besoins. Donc, je dirais qu'il y a une panoplie de services qui existent auxquels ils peuvent recourir et je les inviterai fortement à nous contacter ou à se renseigner dans leur province et territoire auprès d'un fournisseur de services francophone. Comme je disais tout à l'heure, une fois que l'entreprise est entamée, je pense que là où on peut réussir le recrutement international, c'est de construire des cas de succès, de montrer vraiment que voici ce qu'a fait telle entreprise et minimiser le nombre de défis qu'elles peuvent rencontrer durant ce parcours-là. On peut leur faire comprendre comment il faut y aller, les inviter, les sensibiliser à se lancer dans le recrutement, mais si elles rencontrent plusieurs défis, je pense que ça décourage les employeurs et ça peut être nous causer d'autres défis en termes de crédibilité aussi comme communauté francophone quand on va parler de recrutement international. En parlant de recrutement international, je vais prendre la question qui est ouverte à tout le monde, donc j'invite qui voudrait prendre la parole d'y répondre. La question vient de M. Jamal Naouri. Il demande, avons-nous des données qui indiquent les retombées des différentes initiatives de recrutement à l'international? Avons-nous des chiffres sur les recrutements qui ont été concrétisés par ce biais? Combien d'immigrants sont arrivés au pays suite aux activités de recrutement à l'international? Et je vous remercie. Je vais me lancer. La réponse ne va pas le satisfaire. C'est très difficile quand une personne fait sa demande d'immigration, elle n'écrit pas forcément qu'elle a été à telle et telle activité. Et c'est très difficile de rassembler des chiffres en termes de retombées directes. On parlerait souvent à un autre niveau, là, je ne sais pas si au niveau du gouvernement ou des ambassades, ça m'étonnerait qu'elles ont ces informations-là. Mais c'est du par cas. Là. On a vu des gens qui ont participé par la suite, surtout dans nos communautés, quand elles travaillent dans les organismes francophones ou dans les entreprises francophones, qui vont te dire « Ah, j'ai été à tel événement, c'est comme ça que je suis venue. » Mais directement, non, parce que je pense qu'une des raisons, c'est difficile de faire le lien entre la demande d'immigration, qui est un formulaire bien clair, et le fait que la personne a participé ou telle à telle activité de promotion, de recrutement. Merci. Je peux aussi donner mon expérience un peu comme travailler avec nos partenaires de la province du Nouveau-Brunswick parce qu'ils organisent des différents événements pour faire du recrutement internationalement, comme des missions. Ils font aussi partie de l'événement en France. Là, je peux plus penser au nom là. Ils vont, anyway, il y en a plusieurs qui font. Ils vont en Amérique du Sud, ils vont à différents pays en Afrique. De notre côté, des fois, ça aligne avec nos besoins. Des fois, ça a le bon temps, les bonnes places, disons. Lorsqu'on travaille avec eux, il y a un gros avantage parce qu'ils nous aident avec le côté de recrutement. Donc, les autres peuvent contacter les ambassades, les consulats et mettre à travers de leur réseau local, comme disons si on allait à Mexique, à contacter l'ambassade au Mexique et mettre sur leur Facebook, Twitter, etc. Et ça nous aide à attirer plus de candidats.
Donc, c'est quelque chose qui nous aide très beaucoup. Y a-t-il un pourcentage qu'on pourrait dire exactement qui vient de leur côté ou de notre propre marketing que nous autres on fait? Parce que nous autres, on fait aussi nos propres ads, on met sur les réseaux locaux, on fait des Facebook ads, etc., etc. De mon expérience, quand on le fait nous autres mêmes, on a comme un numéro X, et quand on le fait avec les autres, on a habituellement 2 fois X. Donc, juste de mon expérience, habituellement, ça nous aide à doubler le montant de candidats qu'on peut attirer à ces événements-là. Ça, c'est grâce de l'aide qu'on a de la province du Nouveau-Brunswick et de leur organisation qui nous aide à préparer ces événements-là. C'est pas pareil dans toutes les provinces, mais nous autres, on est chanceux un petit peu au Nouveau-Brunswick parce que en étant une plus petite population et une population qui a plus des besoins de côté de l'attraction de population, il y a peut-être, dans mon opinion, il y a plus un hands-on, un plus gros effort qui est fait du côté gouvernemental, provincial pour supporter les employeurs. Donc, ça peut être différent province à province, mais ouais, c'est juste mon expérience. Si je peux sauter sur l'occasion, il y a une question par rapport à cela. Selon les provinces, il y a une demande qui fait la même chose qu'en Ontario au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si M. Desjardins, vous avez une idée par rapport à cela. Il y a une organisation en Ontario aussi qui fait, mais je ne connais pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Je n'ai pas de contact ou quelque chose comme ça. Merci. J'ai une question pour M. Éric Mépong. Donc, comme employeur, quels sont vos liens avec les services d'établissements francophones? Est-ce que vous référez vos nouveaux employés à ces services-là? Oui, bien sûr. Je suis en relation avec ces services-là, surtout ici à Edmonton. Puis je suis en relation avec plusieurs organismes sans faire de publicité. La FRA, par exemple, qui est la francophonie albertaine plurielle, à qui, quand il y a un nouveau arrivant, première question, je leur demande, est-ce que vous êtes au courant de ces services-là? Parce que en allant vers ces services, vous allez certainement avoir beaucoup d'informations et ils sont là pour vous aider. Moi, je suis un homme d'affaires, je veux dire que je capitalise mon temps. Mais là-bas, eux, ils sont payés pour vous venir en aide. Et ils ont déjà des documents prêts à vous fournir. Ils savent où vous amener pour, par exemple, faire vos premiers documents, numéro d'assurance sociale et tout ce qui va avec l'assurance maladie, ouvrir un compte bancaire. Eux, ils sont spécialisés dans cela. Et donc, quand j'ai un nouvel arrivant, oui, je les oriente vers ces organismes-là. Et dernièrement, d'ailleurs, je faisais une petite réflexion. Je disais, et c'est un élément sur lequel il faudrait peut-être s'y pencher, c'est que ces organismes, ils accueillent de nouveaux arrivants. Mais est-ce qu'ils se penchent sur le fait de les installer? Quand je dis installer de nouveaux arrivants, c'est aller les chercher à l'aéroport, les installer dans leur premier logement, parce que ça, c'est un gros problème. Et moi, je pense que, d'ailleurs, j'ai déjà eu à venir en aide à quelques personnes où on m'appelle, on me dit, ils sont arrivés à l'aéroport, ils ne savent pas comment s'y prendre, les taxis, ils ne s'y connaissent pas. Alors, on se dépêche toujours parce que c'est un nouvel arrivant. On a le souci de leur venir en aide. Je me dépêche, je peux aller les chercher pour les déposer là où ils vont, ou alors on leur montre comment procéder pour prendre soit Uber ou alors un taxi. Alors, je crois que c'est un élément qui est très important, l'accueil des nouveaux arrivants, mais en même temps, leur installation. Donc, ça, c'est des éléments que lorsque j'ai un nouvel arrivant dans ma compagnie, je l'oriente vers ces organismes-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Je prends une question de M. Jean Viel, qui est encore dans l'air du temps par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est une question pour Mme Roukia. En intégration d'emploi, en quoi sont différents les besoins des réfugiés par rapport aux autres nouveaux arrivants? Merci. Je pense que c'est au niveau de la préparation. Je pense qu'il y a des éléments à prendre en considération, dépendamment du nombre d'années où ils étaient. Si je prends le cas de certains pays où peut-être ils ont passé par des camps de réfugiés, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ces camps de réfugiés-là et qu'ils n'étaient pas sur le marché du travail. Donc ça peut prendre
des services un peu plus lents par rapport à la préparation à l'emploi. Il y a aussi la situation, bien sûr, mentale, psychologique des personnes qui ont subi un traumatisme. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération lors de la prise en charge en matière d'aide pour trouver un emploi. Donc, deux éléments, je dirais, c'est la durée dans laquelle leur situation a été, combien de temps ils ont passé en tant que réfugiés dans leur pays ou dans d'autres pays. Et je dirais aussi leur aptitude à commencer à travailler tout de suite. Donc, je dirais toute la partie, la préparation à l'emploi avant de les intégrer, à les placer à un emploi particulier, contrairement aux immigrants économiques qui déjà, eux, quand ils arrivent, sont prêts la période va être beaucoup plus courte, je dirais. Et les services vont être plus génériques ou vont être très différents. Oui, il faut vraiment être préparé et nuancer les deux réalités. Merci beaucoup pour votre réponse. Je prends la question de Madame Erika Museau. Je pense qu'elle est destinée à Madame Gray, mais c'est ouvert à tout le monde. Quel est l'avantage économique pour le gouvernement fédéral de favoriser les immigrants francophones ou bilingues? Dans mon cas, je peux répondre pour le gouvernement de l'Ontario. Je ne peux pas parler pour le gouvernement fédéral, mais je dirais de toute façon, en ce qui concerne le bilinguisme, même si l'Ontario est noté comme province anglophone, nous avons une communauté francophone diverse partout en Ontario. Nous avons une économie qui compte, dans certaines circonstances, sur le bilinguisme, des postes qui doivent absolument être remplis par les gens qui peuvent parler les deux langues. Je voudrais aussi dire quand même que même dans certaines circonstances, quand les gens disent « mais nous n'avons pas besoin des gens bilingues dans notre entreprise », je pense que c'est faux parce que d'avoir la deuxième langue officielle est toujours un atout. On ne sait pas, même si ça ne semble pas nécessaire pour le poste, c'est toujours un avantage aussi pour la croissance des industries, des entreprises. Du point de vue de recrutement, si je peux offrir une réflexion personnelle, en parlant avec des entrepreneurs, des entreprises, des employeurs, disant pourquoi chercher une candidate bilingue francophone. N'oublie pas que c'est une autre bassin de talent. La francophonie est grand. On sait que la francophonie comprend divers pays avec des gens ayant divers talents professionnels sur le plan personnel. Donc, c'est un atout. Non seulement la langue, mais les pays, les expériences que ces gens-là peuvent apporter, non seulement à une entreprise, mais dans l'ensemble de la province aussi. Donc, c'est une réponse quasiment du gouvernement de l'Ontario et personnelle, mais comme je dis, c'est juste une réflexion au fil des ans. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renchérir ou je passe à la prochaine question? Il nous reste du temps pour 2 questions à peu près, donc je vais enchaîner avec une question intéressante qui est ouverte à tout le monde, pardon. Donc, ça a été posé en anonyme. Comment favoriser l'immigration économique au sein des communautés francophones en région rurale? Comment accroître la visibilité de ces communautés à l'échelle internationale? Je vais me lancer. Je pense que il y a un programme au niveau du gouvernement qui rejoint certaines communautés rurales, mais de façon générale, ce que je dirais, c'est que il faut connaître les besoins. Très souvent, c'est des régions qui sont oubliées, hein, les régions rurales. C'est important de connaître les besoins de ces régions-là, d'en tenir compte dans les différentes activités de promotion et de recrutement qui sont organisées.
et d'être en contact avec eux. Je pense que c'est là où on a un défi, ça se retrouve. On a tendance à un peu généraliser, à prendre tout le Canada dans son ensemble, mais je pense qu'il y aurait peut-être certaines initiatives spécifiques qui pourraient être faites pour les régions rurales. C'est la réponse brève que je donnerais. D'accord, Moi merci. aussi, je trouve que c'est une très belle question. Il y a probablement une réponse exacte. On a besoin de plus de visibilité à nos petites communautés francophones. C'est 100%, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, Monsieur Desjardins, il y a une question qui ressemble à celle-ci, juste pour finir, je vous la pose. Est-ce que votre entreprise collabore avec des organismes locaux pour l'intégration et quels sont les services offerts dans une région rurale comme la vôtre pour les immigrants? Oui, on travaille. Notre organisation ici s'appelle Amina. Et c'est une des meilleures organisations que j'ai eu la chance de travailler avec. Vraiment, en réalité, ils font beaucoup de choses. Ils nous aident énormément. Premièrement, ils nous aident avec les candidats quand ils arrivent. Ramasser de l'aéroport, francisation, cours de langue, faire sûr que les enfants peuvent rentrer à l'école. Ils ont des programmes pour les employeurs, un peu, c'est quelque chose qui commence à se développer pour donner des best practices pour les employeurs, comment gérer les nouveaux arrivants. On travaille très prochement avec les autres. Je suis en communication avec les autres chaque jour, vraiment. C'est essentiel pour nous autres. Avoir une bonne organisation d'intégration dans ta communauté, spécialement pour les petites communautés francophones, c'est essentiel, essentiel. Ils nous aident à trouver des meubles. Ils nous aident de toutes sortes de manières. C'est infini qu'est-ce qu'ils font pour nous autres, vraiment. L'impact qu'ils font dans la communauté pour les nouveaux arrivants, c'est incalculable aussi. Donc, je ne pourrais même pas commencer à faire une liste de tout ce qu'ils font. Mais vraiment, c'est les personnes qui le font. Ils font ça de leur cœur, puis ils parlent à les nouveaux arrivants, ils découvrent qu'est-ce qu'ils ont besoin pour les aider à rester ici. Le résultat, c'est la rétention. Mais comment se rendre, c'est toujours différent, un peu famille à famille. Mais c'est avoir du monde qui comprend cet élément-là, c'est un élément essentiel pour nous autres. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps, je vais poser une dernière petite question pour Madame Gray, si possible. Donc, c'est une question qui vient du chat. Le plan d'action fédéral, provincial, territorial vise un objectif de 5% d'immigration francophone, comme on le sait. Comment un volet comme vous nous avez présenté, donc, pourrait être un outil pour les autres provinces pour atteindre cet objectif commun? Rim, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, je pourrais répéter la question. Parce qu'en blanc, on peut les directement. Donc, en Ontario, on atteint... Non, c'est pas celle-ci, pardon. On vous a posé tellement de questions, Madame Gray, que... Attendez juste un instant. OK. Donc, le plan d'action fédéral, provincial, territorial vise un objectif de 5% d'immigration francophone. Donc, comment un volet comme vous nous l'avez présenté, pourrait être un outil pour les autres provinces pour atteindre cet objectif commun? Honnêtement, je ne suis pas très claire sur cette question. Nous avons, chaque province et chaque territoire a une cible en immigration francophone et chaque province et territoire font différentes activités, politiques, programmes pour atteindre leurs objectifs. Est-ce que c'est plus une suggestion comment les autres provinces et territoires peuvent atteindre leurs objectifs ou comment faire? Ouais. Je
pense que ça a été posé en anonyme, mais de ce que je comprends, la personne est en train de dire que ça fonctionne en Ontario pour arriver aux 5%. Donc, comment le volet que vous nous avez bien présenté aujourd'hui peut être un guide, une inspiration pour les autres provinces d'atteindre l'objectif commun du Canada de augmenter l'immigration francophone. OK, mais d'abord, encore, comme j'ai précisé auparavant, nous avons le chiffre de 5% pour l'ensemble de l'Ontario et nous avons le chiffre pour le programme ontarien des candidats à l'immigration. En tant que programme, au niveau du programme, on a atteint le 5% dans les dernières années, mais on n'a pas atteint la cible de 5% pour l'immigration générale en Ontario. Donc, je ne veux pas prendre le crédit entièrement là. Cela dit, pour un programme, certainement, le volet nous aide beaucoup d'atteindre l'objectif du programme. Le problème, c'est pour atteindre le niveau en toute immigration en Ontario, ça veut dire tous les différents volets d'immigration économique et autres. Là, on n'a pas atteint le 5% parce que c'est une question une question assez complexe, mais étant donné que le taux d'immigration monte, ça dépend aussi du nombre d'immigrants reçus dans la province. Donc, j'essaie de répondre à deux questions en même temps. Je ne sais pas si j'y arrive, mais je vais dire du côté province totale, on n'est pas là. Du côté du programme d'immigration provincial, oui, on a réussi dernièrement d'atteindre notre objectif. Je sais que chaque province, chaque territoire ont leur propre volet, ils ont leurs propres activités en immigration francophone. Dans notre cas, le volet travailleurs qualifiés francophones aide énormément. On attire la plupart de nos candidats francophones par l'entremise de ce volet. Peut-être selon les priorités et le plan de chaque province et territoire, ils peuvent en considérer si une telle volet serait un atout pour eux ou s'ils arrivent à leur propre objectif. Sinon, je sais que chaque province et territoire, ils ont leur propre activité. Pour nous, tout ce qu'on a fait dernièrement, ayant d'abord le volet depuis 2015 et différentes activités en promotion et rayonnement, nous a aidé à attirer de plus en plus des francophones, surtout par l'entremise de notre programme. C'est quelque chose qu'on pourrait partager avec d'autres provinces, mais on peut aussi certainement apprendre plus d'eux aussi. Donc, c'est un véritable échange, tout dépendant des cibles, des activités en place, de capacités aussi dans chaque province, chaque programme provincial et territorial. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vois aussi qu'il y a des éléments de réponse qui ont été partagés dans le chat. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de voir l'engouement des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci pour vos partages. Merci pour votre participation. Merci pour les rapporteurs et surtout merci à nos panélistes avec qui on a passé un moment tellement agréable où on a pu voir un peu leur réalité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et je vois déjà qu'il y a eu des échanges de courriels, de coordonnées, etc. Donc, ça, c'est un moment dans le temps, mais les échanges peuvent continuer plus tard. Donc, au plaisir. Je vous rappelle qu'il faudrait remplir les formulaires d'évaluation. Donc, c'est partagé dans la section de conversation ici. Vous pouvez aussi, je pense, vous le recevrez aussi par courriel un peu plus tard. Pour les thématiques à venir pour la suite du symposium, ça va être demain et après-demain. Moi-même, j'aurai le plaisir d'animer le panel de demain qui s'intitule « Les institutions postsecondaires, des lieux au cœur de la mobilité et de l'immigration ». Et après-demain, vendredi, donc, on clôture avec plein feu sur les services pré-départ. Donc, merci à tous d'avoir été là. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire un dernier mot? Sinon, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.